Yo! En fait, on m'a demandé de faire cette vidéo, donc je la fais, voilà, je vais essayer d'être rapide et concis pour donner mon avis en gros sur ce qui va nous arriver dans une petite semaine, même pas en fait, jeudi, on est lundi, c'est même pas dans une semaine, vous avez compris. Bref, nouvelle title update, donc TU numéro 2 de la saison qui nous apporte un nouveau héros et plein de petits changements. Je fais cette petite vidéo rapide pour donner mon avis sur les quelques features qui me semblent pertinentes à discuter. Donc on va parler performance mode, on va parler nouveau héros et on va parler petit patch note. Je vais essayer d'aller vite et concis, évidemment. Il y a le plus à dire sur le nouveau héros, absolument pas sur le mode performance et le reste. Mais je vais quand même faire une aparté parce que ça me paraît important. Du coup, je vais essayer de faire ça rapidement, pas vous prendre 30 minutes de votre vie pour rien. Premièrement, en termes de performance mode, bon, il faut le savoir, depuis comment il s'appelle, le crossplay, beaucoup de joueurs, notamment sur console, se plaignent que la différence de FPS est unfair, et ils ont raison, hein, on va pas non plus se mentir. Lorsque moi je jouais à 60 FPS et que je tombais contre des mecs qui étaient à 144, 240 et tout, ça se voyait largement. Maintenant, depuis très récemment, j'ai upgrade jusqu'à 140, à 144, donc du coup, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que avec le crossplay et l'accélération globale du jeu, avoir peu de FPS, c'est relativement frustrant pour ces joueurs-là. Et du coup, le performance mode qui va arriver avec le patch va tout simplement uncap vos FPS, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de limite de FPS si vous activez l'option, et votre qualité graphique va se réduire un petit peu pour que vous gagniez des frames. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, comme vous le constatez à l'image à l'écran, c'est qu'en fait, si vous avez une ancienne console, une console de la génération d'avant, de première catégorie, voilà, premier modèle de la génération d'avant, grosso modo, ça ne change pas grand-chose à votre vie. Vous passez de 30 à 40 FPS, ce qui est cool, entre guillemets, avoir 10 FPS de plus, c'est déjà ça, mais dans la réalité, ça va pas changer non plus grand-chose à votre vie. Et évidemment, vu que c'est une fourchette, ça veut dire que vous allez quand même des fois être à 30 et des fois être à 40. Ce que je peux déjà vous dire d'avance, c'est que évidemment, lorsque vous allez être en 4v4 et qu'il va se passer plein de trucs sur votre écran, vous allez plutôt être vers 30, et lorsque vous serez en 1v1, vous allez plutôt tirer vers le 40. Ce qui est logique, c'est en fonction de ce que votre carte graphique a besoin de calculer. Pour donc les possesseurs de Xbox One, Xbox One S et PS4, rien de particulièrement différent à ce niveau-là, on va pas se mentir. Les 10 FPS en plus peuvent vous faire plaisir, pourquoi pas, mais la réalité, c'est surtout que déjà avoir des frames qui se modifient sur un écran lorsqu'on est en dessous de votre taux de rafraîchissement d'écran, ça va se voir, donc du coup ça peut être parfois plus désagréable de faire des variations entre 40 et 30 plutôt que de juste rester à 30 constamment, ce qui peut paraître bizarre dès que je le dis comme ça, mais c'est la réalité. Et en plus de ça, vu que vous n'aurez plus de V-Sync, étant donné que vous serez uncap, vous risquez aussi d'avoir du screen tearing, donc avoir des petits espèces d'artefacts à l'écran, d'images qui se coupent en deux. Si jamais vous êtes averti, si jamais vous jouez sur un moniteur, par exemple, vous êtes proche de votre écran et tout, vous allez le voir, et ça va peut-être vous gêner plus que ça. Donc, très honnêtement, je ne m'attends pas à ce que les possesseurs d'Xbox One, Xbox One S et PS4 activent cette option. Maintenant, si vous voulez le faire, grand bien vous fasse. Par contre, upgrade intéressante pour last génération, mais le level d'au-dessus avec les Xbox One X et les PS4 Pro, puisque cette fois-ci, vous allez quand même pouvoir tirer jusqu'aux 60 FPS, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Passer de 30 à 60, là pour le coup, c'est quand même ultra pertinent. Donc du coup, voilà, si vous êtes notamment un dueliste et que vous jouez peu en Dominion, peu dans les modes qui consomment beaucoup des ressources de votre machine, activer ce mode-là, pour moi, ça paraît être un no-brainer, passer de 30 à 60, même si le jeu est moins beau, c'est clair qu'il n'y a pas photo, il faut accepter les 60 FPS. Pour moi, 60 FPS, dans l'état actuel du jeu, c'est un petit peu le strict minimum, je vais pas vous mentir. Moi, dès que je jouais à 60 FPS, c'était largement jouable. Après, voilà, moi, je jouais contre des mecs forts qui avaient en plus des frames en plus, ce qui fait que c'est particulièrement frustrant parce que ces gens-là savent tirer profit de leur frame. Ne vous inquiétez pas, hein, de tous les cas, même si jamais vous êtes gold, ça sert à rien de vous plaindre de la différence de frame. Hein. Dans la réalité, ça ne change pas énormément de choses à votre vie. Mais c'est sûr que quand vous commencez à tirer plus vers le haut du panier en termes de level, les mecs qui ont plus de frame, ça va se ressentir. Bref, du coup, si vous avez une Xbox One X, une PS4 Pro, voilà, vous gagnez 30 FPS, ce qui n'est vraiment pas négligeable, notamment en duel. Du coup, je vous conseille d'activer cette option. Et enfin, le haut du panier, si vous avez une Xbox Series S ou une Xbox Series X ou une PS5, vous allez grosso modo avoir 90 FPS. Bon, l'Xbox Series S, je sais pas exactement ce que c'est censé être, parce qu'il me semblait que c'était pourtant de la dernière génération, mais apparemment, bon, c'est entre 60 et 90. Bon, elle vaut pas grand chose apparemment cette console, mais en tout cas, si vous avez une Xbox Series X ou une PS5, vous allez être au minimum à 90 FPS, ce qui est vraiment bien, et jusqu'à 120 à 130 FPS si vous activez le mode et que vous êtes dans une situation qui vous permet d'atteindre ce nombre de frames, donc encore une fois en 1v1. Accessoirement, pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que le nombre de FPS que peut donner votre console est inutile si vous n'avez pas l'écran adapté. Hein, au cas où je fais une petite aparté technique à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de gens qui sont persuadés que oui, je fais tourner ce jeu à 350 FPS, sauf que si ton écran il est cadencé à 60, tu vas voir aucune différence.
Je vous préviens parce que je sens déjà qu'on va avoir des posts du genre oh les gars je comprends pas, j'active le mode performance et en fait il se passe rien du tout, genre j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est trop bizarre non? Ça veut dire que tu joues sur un moniteur qui est cadencé à 60 et donc du coup t'as beau avoir 120 fps technique, c'est-à-dire, techniquement ta carte graphique t'envoie 120 images par seconde, ton écran ne peut t'en afficher que 60 à la seconde. C'est ça le cadencement d'un écran, les 60 Hz c'est 60 images par seconde, donc du coup bah, ça ne sert à rien d'avoir 120 FPS. Donc, si jamais vous avez une Xbox Series X ou une PS5 et que vous voulez jouer avec beaucoup plus de FPS, achetez-vous un moniteur qui peut taper au moins dans les 120 FPS. En gros, ça coûte 200 balles, quoi. Il faut acheter un moniteur qui fait tourner ces images aussi rapidement. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, donc si jamais vous êtes possesseur de Xbox Series X et de PS5, régalez-vous. Vous allez donc être enfin à relativement pied d'égalité avec les joueurs PC, même si en réalité les PC, bon, maintenant, tu peux tomber sur un joueur qui a 240 FPS, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu montes en termes de FPS sur ton écran, moins la différence est colossale. C'est-à-dire qu'entre 30 et 60, il y a déjà 16 millisecondes d'input délai brut qui est retiré, alors qu'entre 120 et 240, bon, on est sur du 1 milliseconde, ça va plus jouer sur d'autres trucs que juste sur vraiment l'input délai pur, par exemple. Bref, donc du coup, c'est vraiment cool pour vous. Petit aparté cependant, si jamais vous possédez une ancienne console et que vous vous dites ah bah putain ce serait peut-être le moment d'upgrade, mon conseil personnel c'est d'acheter un PC. Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire le PC Master Race et tout, c'est débile. On est tous des gamers, on a tous envie de s'amuser. Y a pas besoin de faire du fanboyisme sur une plateforme en particulier ou pas. Mais objectivement parlant, vous serez toujours plus gagnant avec un PC. Les avantages objectifs à jouer sur PC sont beaucoup plus bien supérieurs à ceux sur console. Alors évidemment, si vous êtes un joueur ultra occasionnel, que vous jouez au jeu 2 heures, enfin je sais pas, vous jouez 2 heures sur 2 semaines, voilà, vous lancez votre session de gaming mensuelle et ensuite vous vous arrêtez jusqu'au mois prochain. Bon déjà, qu'est-ce que vous branlez sur cette vidéo? Et deuxièmement, évidemment, ce message s'adresse pas à vous. Mais si vous êtes un joueur sérieux qui tous les soirs vous revenez du taf, vous revenez de l'école, je sais pas quoi, et vous vous mettez 1 heure et demie, 2 heures sur votre console, vous vous dites j'ai envie d'upgrade, achetez un PC. Voilà, ça sera probablement un peu plus cher à l'achat, mais je vous assure que ça sera largement rentable déjà en termes de prix sur le long terme, parce que vos jeux, vous les paierez moins cher, mais surtout en termes de features, en termes d'options, en termes de qualité de vie, vous allez gagner largement à jouer sur PC. Donc du coup, si jamais vous vous dites, en voyant cette charte, il faudrait peut-être que je m'achète une PS5, franchement, mettez 200, 300 balles de plus et au moins vous avez un PC qui est déjà de 1 plus puissant que votre PS5 et de 2 qui fera plus de choses que votre PS5 selon votre envie d'ailleurs. Hein, vous pourrez régler le jeu pour qu'il soit super beau si vous avez envie de jouer à 60. Vous pourrez régler le jeu pour qu'il soit moins beau mais vous avez envie de tourner à 150. Voilà, vous avez des options, vous avez du choix et c'est le plus important lorsque vous achetez une machine pour jouer, c'est d'avoir des options, c'est d'avoir du choix et le PC est la plateforme qui objectivement vous permet de faire ça le mieux. Donc voilà, je suis pro PC Master Race évidemment entre guillemets pour la blague, mais dans la réalité c'est un vrai conseil. Achetez un PC, même si vous achetez, je vous assure hein, que même si vous achetez un PC à 1500 balles, la vie de ma mère qui vous sera 1000 fois plus rentable que votre console. Dans tous les cas, vous allez acheter vous achetez que des AAA sur console à 60 balles l'achat. Bon, vous en avez acheté 10, vous en avez déjà 600 balles. Donc bon, faites les maths. Moi sur mon compte Steam j'ai presque 300 jeux. Je vous assure que mon compte Steam il dépasse pas les 2000 balles. Hein. Bref, même pas moins, il dépasse même pas je pense les 1200 balles. Bref. Voilà, ça c'était pour la petite aparté Performance Mode. Je suis content qu'il sorte aussi vite parce qu'en fait on en a entendu parler relativement récemment par rapport à quand c'est sorti. Alors je sais que pour certains ça paraît déjà être une éternité, mais je vous rappelle pour les serveurs dédiés, on a attendu 2 ans et demi. Hein. Là, ça fait quoi 6 mois qu'ils nous parlent de Performance Mode et on le reçoit déjà, donc c'est vraiment cool. Du coup, ensuite, on va passer rapidement sur le patch note avant de parler du nouveau perso parce que le patch note est rapide, comme ça on boucle ça et ensuite on passe au vrai sujet. Une nerf du Wonder que j'apprécie mais qui est un peu incompréhensible d'un autre côté. Alors, Jotun Farewell, donc en gros, votre bash ne peut plus enchaîner si vous ratez. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque vous esquivez le bash fin tap du Wonder, vous allez forcément avoir un GB, ce qui est extrêmement bien. Je suis très, 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 très content de ce changement, parce que c'était complètement débile qu'un bash qui te mette 32 damage, parce qu'en gros, s'il te touche avec, il te met le Hammer Slam qui te met 32 damage, ne soit pas garde cap si t'esquives. C'est stupide. Y a aucun monde dans lequel c'est normal qu'un bash qui fasse 30 de dégâts, tu poses pas le GB. Si tu veux me mettre un bash qui fait des dégâts et que je peux pas GB, mets-moi minimum 20, enfin maximum 24. Le grand max 25. Genre, mais si t'es au-dessus de 25, je devrais avoir un GB. Je m'en suis déjà plaint dès l'époque où c'est sorti, et enfin maintenant c'est nerfé, donc je suis très content. Le truc que je ne comprends pas par contre du coup, c'est pourquoi nerfer les dégâts du Hammer Slam. Vous avez fait en sorte qu'on puisse punir le move, mais en plus de ça, vous nerfez les damages. Ce qui n'a pas trop de sens, puisqu'en plus, l'attaque de zone fait quasiment autant de dégâts que la Slam maintenant. C'est-à-dire que c'est limite tout le temps la meilleure option. En termes de risque-récompense, je vois pas pourquoi est-ce que les mecs partiraient pour un bash fin table, alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est appuyer sur zone, et si jamais le mec devant eux esquive, ils se prennent la zone. Comme ça, au moins, si jamais ils sont punir en parant la zone, ils se prendront moins de dégâts que s'ils se prennent un GB. Vous avoir un peu de mal à comprendre le nerf des dégâts à ce niveau-là.
ça n'a pas trop de sens. Soit tu nerfs d'un côté la capacité à punir le coup, soit tu nerfs les dégâts du coup. Tu fais pas les deux en même temps. Pour moi là, c'est peut-être un petit peu too much pour pas grand chose, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, content de voir ce personnage se faire nerfer. Je vous avoue que Wonder avant, je l'aimais pas. Maintenant, le personnage est mieux parce qu'au moins il joue pas sur ta stamina. Mais c'est pas un personnage que je trouve particulièrement fun à jouer contre. Donc je suis bien heureux qu'il se fasse nerfer la gueule. Ça m'a jamais ultra plu. Ensuite, personnage suivant, Centurion, il lui rajoute de l'armure sur son coup de poing qui commence plus tôt, afin de se faire moins interrompre. Donc c'est un changement qui est bienvenu, qui petit à petit, tous ces petits buffs sur Centurion le font remonter dans la tier list. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas de fixer en priorité le truc de son timing de bash. Ils en ont parlé dans le live, ils ont dit oui, on sait qu'il a un problème de tracking, ce qui fait que des fois vous pouvez esquiver 2 fois le coup de poing, ce qui ne devrait pas arriver. Mais s'il s'avère que c'est plus compliqué à gérer que ça. Bon, j'avoue ne pas avoir trop de mal à... Enfin, j'avoue avoir un petit peu de difficulté à comprendre qu'est-ce qui est dur quand tout ce que tu as à faire, c'est réduire le timing, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, le timing a été élargi parce qu'on voulait pas que le Centurion se fasse interrompre par des bâches qu'il ne puisse pas punir. Le truc, c'est que pour faire ça, tout ce que tu avais à faire, c'était rendre le coup de poing de niveau 1, c'est-à-dire le coup de poing instantané, le plus rapide, plus rapide. Il faut que le coup de poing sorte plus vite. Ce que vous avez fait, ils ont buff le coup de poing du Centurion, le coup de poing niveau 1 sort plus vite qu'avant. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, tu peux plus te faire interrompre par un bâche, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Mais derrière, pourquoi est-ce que vous avez allongé comment ça s'appelle la, la fenêtre du coup de poing le plus chargé. Parce que c'est ça le problème. Vous avez accéléré le coup de poing de niveau 1, il n'y a pas de problème, comme ça on arrête de se faire interrompre par des bâches. Mais de l'autre côté, vous avez allongé le coup de poing de niveau 3, ce qui fait que maintenant on peut l'esquiver 2 fois d'affilée le coup de poing, dans certaines circonstances. Et vous nous dites maintenant, ouais, c'est problématique, on sait pas comment arranger ça. Bah non, c'est stupide, revenez à comment c'était avant. Parce que avant, le problème du coup de poing, la raison pour laquelle ils ont allongé le coup de poing de niveau 3, c'est parce qu'il y avait certaines attaques sur esquive très longues, comme des esquives de Tiandi, comme des esquives de Jong-Jun, etc., qui pouvaient esquiver les deux timings au même moment. Ils pouvaient esquiver à la fois le timing du niveau 1 et le timing du niveau 3 parce que leur esquive était super longue. Mais si jamais tu vois que le changement que tu appliques crée plus de problèmes qu'il ne règle de solutions, frérot, reviens à comme c'était avant, et ensuite tu trouveras une meilleure solution. C'est ça que je comprends pas. Parce que, très honnêtement, les personnages qui peuvent esquiver les deux timings en même temps, ils sont rares. Il y a genre le Yormongder, il y a genre le Jiangjun, il y a le Tiandi, et franchement, à part ça, j'ai du mal à voir quel autre personnage pourrait esquiver les deux coups en même temps. Du coup, bah juste tu reviens comme avant, comme ça au moins t'as moins de problèmes sur la majorité des personnages du cast, et ensuite tu régleras ces problèmes-là de manière spécifique. Mais là, au lieu de ça, on se retrouve avec du coup l'armure qui proc plus tôt, ce qui est cool, mais qui ne règle pas le problème du fait que bah, si tu me fais light into coup de poing et que j'esquive 2 fois d'affilée, bah, j'esquive à la fois le timing numéro 1 et à la fois le timing numéro 2, ce qui est un petit peu dommage. Donc bon, à ce niveau-là, c'est un bon buff, hein, mais pourquoi ne pas régler le problème de base, au moins revenir à comment c'était avant, quoi. Et enfin, Nerf Nuxia, qui était prévisible parce que ces Caltrops, en fait, ils sont OP depuis sa sortie à la Nuxia. Donc les Caltrops, c'est les pièges au sol, l'espèce de petits clous qu'elle met au sol qui vous font des dégâts. Alors moi, je suis pas un grand joueur de Dominion, mais je trouvais aussi que ce feat était beaucoup trop busted, parce qu'en fait, elle l'avait tout le temps, hein, le timing, le cooldown, c'est 45 secondes, c'est stupide. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cooldown, c'est 45 secondes, et que le piège est actif pendant 25 secondes. Donc du coup, quand tu fais l'addition, au final, les moments où elle n'a pas ce feat se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Genre, à chaque fois que tu t'en une Nuxia, elle va activer ce putain de feat. Et ça, c'est complètement con. Et surtout, bah, ça faisait mal en plus. C'est genre vraiment, tu étais dedans, legit, tu perdais un tiers de ta vie juste parce que bah, tu te battais à l'intérieur de ces caltrops. T'étais obligé de te barrer. Donc du coup, tu te mettais dans une situation de merde et en teamfight, c'était un enfer. Donc maintenant, le cooldown passe de 45 à 90. Dieu merci, elle l'aura plus tout le temps. Et enfin, ça reste actif pour moins longtemps. Parce que c'est vrai que 25 secondes, frérot, tu deny une zone pendant 25 secondes, c'est énorme, gros. Donc bon, nerf de la Nuxia, bon la raison pour laquelle la Nuxia se fait nerf maintenant alors que ce truc-là existe depuis sa sortie, c'est simplement parce que maintenant qu'elle a été buffée et qu'elle est devenue viable, bah, ils se sont rendu compte que voilà, maintenant on peut se permettre de nerfer ce truc-là, parce que à l'époque où elle n'était pas viable, au moins elle avait ça, maintenant qu'elle est viable, on va arrêter de lui donner ça gratuitement. Voilà, c'est tout pour le patch note, il est vachement court, mais c'est des changements qui sont globalement bons. Un petit peu d'incompréhension à ce niveau-là, toujours pas régler le problème, le vrai problème du Centurion, et un nerf agréable de l'Unction, donc pourquoi pas. Donc maintenant, parlons du vrai perso, ça fait combien de temps que je parle putain, déjà 15 minutes, je vais essayer de faire ça super rapidement. Donc déjà, premièrement, je pense que c'est une surprise pour personne, mais esthétiquement, c'est un absolu banger. Je pense que beaucoup de gens attendaient ce personnage, et moi y compris, je suis pas un énorme fan de Tribu Aztec ou je sais pas quoi et tout, mais je sais qu'il y a plein de joueurs qui sont très fans, et moi, très honnêtement, l'esthétique, je la kiffe. Et encore une fois, comme souvent, hein, mais vous savez qu'à ce niveau-là, je suis pas dur à contenter non plus, l'équipe qui s'occupe de ces trucs-là chez Ubisoft Montréal pour For Honor sont juste ultra putain de forts en fait. Les animations sont bien, les armures sont bien, la voix du voice actor il est nickel. Franchement, on est sur une qualité qui est pour le coup
supérieur à ce qu'on a eu avant. D'ailleurs, d'où la preuve, c'est qu'on a eu carrément un trailer en CGI, ce qui n'est pas arrivé depuis l'année 3. Donc du coup, je suis très content de voir qu'on a quasiment aucune réanimation utilisée. Je crois qu'il y a juste une dodge attack qui ressemble un petit peu à la dodge attack de Valkyrie, mais bon, au bout d'un moment, tu peux pas non plus faire 10 milliards d'animations pour faire le même coup. Donc franchement, très cool. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup la vibe. Je suis content de voir un personnage Aztec rajouté au perso, rajouté au roster, pardon. Donc c'est très cool. Et je suis aussi content de voir que ils ont écouté la communauté, parce que je sais que Aztec, en général, les personnages Aztec, Perse, c'est des personnages qui sont attendus depuis super longtemps. Et là, mine de rien, on se retrouve avec Afira, qui est, je crois, perse ou arabe, un truc du style. Là, on se retrouve pareil avec un Aztec. Bon, voilà, je pense qu'on commence plus ou moins à contenter un petit peu tout le monde, quoi. Donc, je suis très content de voir ce personnage ajouté au roster. Je pense qu'il est magnifique. Je pense que sa thématique est jolie aussi, parce qu'on est évidemment dans le thème de la vengeance. Et si vous n'avez pas compris en gros ce qui s'est passé dans cette saison, la thématique en termes de lore, c'est que comment elle s'appelle, la Conquistador. La Conquistador, là, le skin de Warmonger, de Belliciste qu'on a eu, est parti trouver les cités d'or, en gros, et a ramené un prisonnier qui, au final, a fait exprès de se faire capturer pour que sa tribu puisse le suivre, et donc, du coup, se venger, d'où le titre Vengeance, quoi, parce qu'ils ont brûlé, ils ont pillé des trucs et tout, bref, c'est des conquistadors, comme vous avez compris, et du coup, il vient se venger, et c'est très, 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 très cool, je suis très content. Du perso, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue thématique, super. Maintenant, parlons du sujet, parce que c'est bien mignon tout ça, mais il faut qu'on parle du gameplay. En termes de gameplay, globalement, je suis content, mais un petit peu déçu. Je pense que le perso est cool, mais pour moi, c'est un personnage qui manque de complexité. Alors, on n'est pas sur un personnage non plus au niveau d'un Medjay qui pour moi est vraiment la mort de la complexité, alors que vraiment, on avait le potentiel pour faire un truc de fou furieux avec des changements de stance et tout qui étaient vraiment intégrés au kit du perso, avec plein de coups différents et tout, en fonction de ce truc-là, on aurait pu faire un truc vraiment stylé, au moins aussi complexe qu'un Shaolin ou qu'un Shinobi. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Là, avec ce personnage-là, on est sur un truc ça m'a donné un petit peu la même vibe. Alors, pas au point du Medjay non plus. C'est-à-dire que le Medjay m'a vraiment déçu, et je l'ai vu dès le début, hein, dès la présentation du perso, j'étais en mode, ok, le perso ultra basique, c'est de la merde. Et ben ce personnage-là, il est pas autant basique, mais il reste quand même vachement simple. Et de manière générale, c'est toujours pour la même raison, exactement comme pour le Medjay, la raison pour laquelle ce personnage me paraît, entre guillemets, fade, il aurait pu être plus complexe, c'est tout simplement parce que c'est un personnage qui a été pensé pour le 4v4 avant d'être pensé pour le 1v1. Et du coup, forcément, vu qu'il a été pensé pour le 4v4, il y a plein de trucs dans son kit qui sont pas adaptés à du 1v1 ou qui font que globalement en 1v1 tu vas pas faire grand chose avec le perso. En gros, la thématique de base du perso, c'est qu'il peut enchaîner tout sur tout, tout le temps. L'idée, c'est qu'il a un combo infini de tous les coups possibles de son kit. Donc il peut faire light, lourde, enchaîner avec soit une autre light, soit un bash, soit une zone, etc., etc. En gros, le combo infini ne s'arrête jamais tant que tu appuies sur une touche différente. Donc si tu appuies sur lourde, tu peux appuyer soit sur bash, soit sur light, soit sur zone. Et ça continuera ton combo. Donc si tu appuies sur bash, derrière tu peux appuyer soit sur lourde, soit sur light, soit sur zone, et ça continue. Si tu appuies sur zone, tu peux appuyer soit sur light, soit sur lourde, soit sur bash, etc., etc., etc. Donc la thématique est cool. C'est voilà de l'harcèlement non-stop, et du coup l'idée en termes de gameplay, c'est que tu sois tout le temps fluide, tu continues de taper tout le temps jusqu'au moment où tu décides d'appuyer sur 2 fois la même touche. Donc si jamais tu appuies sur lourde et que tu rappuies sur lourde, t'atteins une non finisher. Si jamais tu appuies sur light et que tu rappuies sur light, t'atteins une light finisher. Si tu appuies sur zone et encore une fois zone finisher. Et si tu appuies sur bash, et encore une fois bash, tu as un bash finisher. Donc globalement, la thématique du perso est cool à ce niveau-là en termes de gameplay. Mais pourquoi est-ce que c'est simple? C'est simpliste parce qu'en réalité, dans une situation de duel, tu ne vas jamais chercher à garder une pression qui ne sert à rien. En fait, si jamais l'attaque que tu lances ne fait pas peur à ton adversaire, tu la lances globalement pour rien. Parce qu'en gros, tu perds de la stamina, tu prends le risque de te faire parer, et ça sert à que dalle. Et le problème, c'est que autant en 4v4, ça marche parfaitement, c'est pour ça que je dis que le perso est plus pensé pour le 4v4 que pour le 1v1, parce qu'en 4v4, tu peux déloquer tes adversaires, tu peux viser un mec plus loin, changer de cible en plein milieu, etc., 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 ce qui fait que globalement, ça rajoute de la viabilité à ton kit. Là, vous voyez qu'il fait light, lourde, zone, bash, il continue de taper, bref. Donc tout ça, c'est très cool en 4v4, mais en 1v1, la réalité, c'est que tu vas tout de suite t'orienter vers tes mix-up, parce que tu vas pas commencer à taper pour taper. Si tu lances une light et que tu te fais bloquer, ton combo s'arrête. Si tu lances une lourde, tu vas pas surprendre ton adversaire avec une lourde, il va la bloquer, donc au mieux il la bloque, au pire il la part. Donc au final, la réalité c'est que t'as beau avoir un combo infini, tu t'en fous un peu de ton combo infini. C'est ça le truc, c'est que sur le papier c'est stylé, mais dans la réalité, tu vas pas t'amuser à lancer 18 attaques à la suite, parce que tes attaques ne font pas toute peur. Le joueur en face de toi va bloquer, va parer, va esquiver, il va faire des trucs, ce qui fait que t'as beau avoir un combo infini,
où tu peux faire 1 milliard de trucs dedans, tu vas t'orienter vers les trucs qui font vraiment peur, qui sont utiles. Donc genre le bash, puisque c'est un bash feintable, et à part ça, tu vas juste aller vers les imbloquables, quoi, vers les imbloquables, vers les lights en 400 ms. Genre par exemple, je vois difficilement pourquoi est-ce que tu ferais light lourd, light lourd, light lourd. Tu vas peut-être le faire une fois ou 2 fois grand max parce que la light est en 400 ms, donc elle a des grosses chances de toucher. Mais je t'assure que tu touches deux. Si tu fais light lourd, je t'assure que la deuxième lourde, au moment, elle va être soit bloquée, soit esquivée, soit parée, soit esquivée. Bref, ton adversaire va faire quelque chose, quoi. Il va pas te regarder dans le blanc des yeux comme un débile. Donc voilà. C'est pour ça que moi, en termes de gameplay en 1v1, je trouve ça un peu fade. Parce qu'en réalité, tu vas forcément devoir aller accéder à tes finishers pour avoir les imbloquables, accéder à tes double light pour avoir double light 400 ms, utiliser ton bash que tu vas devoir feinter parce que tu vas pas pouvoir tout le temps le laisser partir et tout. Donc encore une fois, la thématique du il ne s'arrête jamais de taper parce qu'il a un combo infini, où il peut faire n'importe quel coup dans son kit, je trouve qu'en termes de design de gameplay pur, c'est-à-dire en termes de fun, lorsque tu imputes les attaques, je pense que c'est très cool. Je pense que c'est très fun et tu vas vraiment t'amuser à appuyer sur toutes tes touches et te dire, ok, tant que je n'appuie pas sur la même touche, forcément je peux continuer de taper et tout. Mais la réalité, c'est qu'en 1v1, voilà, tu vas pas tomber contre des joueurs qui vont juste se laisser te faire maraver la gueule pour que tu puisses t'amuser à appuyer sur toutes tes touches, en fait. C'est pas ça qui va se passer. Tu vas forcément devoir aller trouver tes mix-ups de fin qui sont pertinents. Donc ton bash feintable, ton bash finisher, voilà. Par exemple, l'attaque de zone, c'est un très bon exemple. Ils sont en mode, ouais, c'est cool, on a designé une zone opener, une zone en combo et une zone finisher. Elles viennent pas du même côté, elles ont de l'armure et tout. Et encore une fois, c'est très cool. Mais dans la réalité, en 1v1, il faut trouver un endroit où mettre la zone sert à un mix-up, tu vois. Genre, par exemple, l'un des trucs que je comprends pas, c'est pourquoi avoir mis un bash feintable dans ce kit. Si l'idée c'est que tu puisses avoir un combo infini où tu tapes tout le temps, pourquoi est-ce que tu as mis un bash feintable? T'aurais dû mettre un bash rapide, non feintable, comme ça si jamais quelqu'un pense que tu vas bash, tu pourras l'attraper avec une zone par exemple, ou avec une lighter 400 ms. Tu vois ce que je veux dire? Là, avoir mis un bash feintable, ça n'a pas trop de sens, parce qu'au final, ça veut dire que le bash est lent, et donc du coup que personne ne va esquiver de base. C'est-à-dire que quelqu'un que tu vas mettre, si jamais tu tapes sur un mec et que tu mets lourd, light, lourd, light, lourd, light en boucle, il y a aucun moment où il va se dire, ah peut-être que là je dois esquiver, parce qu'il y a un bash qui va sortir. Bah non, parce qu'en fait, le bash est lent. T'as le temps de le voir venir et tu esquives après. C'est pour ça que le bash est feintable. Mais du coup, ça n'a pas trop de sens. Parce qu'au final, ben, tu vas devoir utiliser ton bash et feinter comme, enfin, genre un personnage normal qui n'est pas là pour t'harceler, quoi. Ça sert à quoi de lui avoir mis un combo infini si le mix-up que tu raccroches à ce combo infini, il t'arrête ton combo? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, voilà. En termes de gameplay, je pense qu'en 1v1, c'est un petit peu pauvre parce que dans la réalité, je pense que tu vas souvent t'arrêter, tu vas souvent ne pas en fait suivre la thématique que le jeu te donne, tu vas souvent aller sur tes imbloquables, tu vas souvent abuser de tes lights en 400 ms, tu vas souvent juste mettre ton bash et le feinter ou mettre ton bash et le laisser partir, etc. etc. Pour moi, c'est rare que tu t'amuses à juste continuellement taper ton adversaire comme s'il allait tout se prendre dans la gueule. Bien sûr, c'est une impression que j'ai pour l'instant, mais si ça se trouve, quand je jouerai le perso, je me serais trompé et je dirais, ah non, en fait, my bad, vous pouvez taper, les lettres en 400 ms marchent super bien, la zone en fait elle touche, ça se trouve le bash, bah, tu l'esquives, il est pas punissable, donc du coup je peux continuer de taper derrière et tout, donc en fait ça marche. Du coup par exemple, si jamais le mec essaie de me punir en zone dodge attack, je peux enchaîner après mon bash avec une zone qui est sous armure, par exemple, tu vois. Donc ça se trouve, ça marche parfaitement. Mais si jamais c'est pas le cas, je serais en mode, voilà, le gameplay est un petit peu pauvre et c'est dommage. Pareil, toujours dans la veine du le 1v1 n'a pas vraiment été pensé, c'est plus le 4v4 qui a été réfléchi, c'est clairement la stance spéciale. Cette stance-là, je sais pas où est-ce qu'elle est exactement, tac 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 tac. Ah, voilà, elle est ici. Donc en gros, vous avez une posture secrète, lorsque vous appuyez sur joystick vers le bas comme pour une Nobushi, vous esquivez pendant un certain temps, et vous rentrez dans une posture qui vous permet de vous déplacer plus vite, ce qui ne sert à rien. C'est-à-dire que les développeurs ont vraiment fait tout un aparté sur ce truc-là en mode oui, lorsque vous êtes dans cette posture, vous vous déplacez plus vite, regardez comment votre personnage va vite sur le côté, comparé à s'il n'est pas loqué et tout. Et en mode ok, c'est très cool, mais je n'ai pas d'iframe en fait, je me déplace juste vite. Donc pour se repositionner en 4v4, ok, comme ça tu peux te déplacer un peu mieux, même si en réalité c'est super super risqué, frère. Autant juste te déplacer plus lentement, mais avoir ta garde et ta capacité à contre-GB, plutôt que te mettre comme ça pour te déplacer légèrement plus vite. Ça, c'est débile. Ou alors autant esquiver, genre. Bref. Et le truc, c'est qu'à partir de ce move-là, ce qui montre clairement en fait que le move est pensé comme un move de 4v4, c'est que t'as qu'une seule option qui sort de cette posture, qui est une attaque lourde, qui n'est pas feintable et qui pin. Donc en gros, ça veut dire que en 4v4, ou notamment dans les situations de supériorité numérique, c'est un outil de gank en fait. Tu vas juste te mettre dans ta posture, attendre que, je sais pas, ton pote mette un GB ou mette une attaque ou mette un bash, et hop, toi tu sautes sur ton adversaire, ça le pin, du coup ça laisse à ton allié le temps de mettre une lourde par exemple. Bref, c'est clair qu'en 1v1 ça ne sert à rien. En 1v1,
encore moins viable qu'une posture secrète de Nobushi. Parce que la Nobushi, au moins, elle peut faire des trucs à partir de sa posture secrète qui peuvent faire peur. Genre, elle peut mettre un kick, donc derrière, il y a une inesquivable. Donc, du coup, tu peux avoir un vrai mix-up, même si en réalité, le kick est réagissable à haut niveau. Dans l'ensemble, la Nobushi, ça lui sert à quelque chose. Là, très honnêtement, à l'exception de esquiver les bâches à timing variable, ça ne sert pas à grand-chose. Vous tombez contre une sentinelle, elle vous met un coup d'épaule, vous esquivez le niveau 1, vous voyez qu'elle conserve le chargement de son coup d'épaule, vous resquivez de nouveau avec votre posture secrète, pourquoi pas. Mais à part ça, c'est une gimmick qui est ultra occasionnelle, et très honnêtement, vu la lenteur de ce coup-là, là, de la lourde qui lui saute dessus, attendez, on va la revoir, que je donne, ça ressemble à du 900 ms, quoi. Ça n'a pas l'air d'être ultra rapide, donc encore une fois, pareil, je me dis, ça a l'air d'être une grosse gimmick. Pourquoi est-ce que j'utiliserais ça pour punir quoi que ce soit avec mon esquive, vu que j'ai même pas d'armure dessus, je peux pas trade, je peux pas me dire genre, il y a un mec, il est en combo, il me tape, j'esquive avec la posture secrète et je lui saute dessus. Je peux pas, parce qu'en fait, s'il continue de taper, il va m'interrompre, vu qu'il n'y a pas d'armure sur le saut. Donc du coup, bon, voilà, encore une fois, c'est clairement une gimmick qui a été pensée pour le 4v4, et en 1v1, ça sert pas à grand chose. Moi, étant donné que je suis un gros joueur de 1v1, forcément, les gimmicks en 4v4, les moves comme ça qui sont ultra gimmicky, qui servent qu'en 4v4 et qui ne servent à rien en 1v1, bah ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Hein. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Du coup, c'est un peu dommage, voilà. Maintenant, j'attends évidemment la sortie du perso, je vais l'acheter dès sa sortie parce que bon, je me fais plaisir, quoi. Mais dans l'ensemble, voilà, je suis un petit peu mitigé à ce niveau-là. J'avoue qu'en 1v1, le perso n'a pas l'air fou. Par contre, c'est sûr que quand tu regardes tous ces outils, je pense que le personnage va être très fun en 4v4. Et évidemment, pour ne pas me faire mentir, euh, les feats du perso sont absolument incroyables. Alors, enfin, absolument incroyables. En réalité, il y en a un qui sort de fou du lot. Vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr, parce que c'est la première fois qu'on voit un truc aussi busted. Genre, c'est très rigolo. En 4v4, c'est la première fois qu'on voit un truc aussi débile. Donc, juste très rapidement, je vous passe sur les trois feats de fin et on va parler très rapidement du premier. Le feat numéro 2, c'est un feat qui te débuffe lorsque tu tues l'ocelot. Donc si tu tues l'ocelot, tu es visible sur la map et tu gagnes, tu te fais débuff ta défense. Ce qui, honnêtement, en termes de gameplay pur est stupide. Je veux dire, en termes d'équilibrage pur, je pense pas que ce soit OP, hein, mais juste c'est con dans l'idée. Parce que, en fait, là, le jeu te punit quand tu gagnes. Genre, pour moi, en fait, c'est exactement la même mécanique qu'à l'époque où le Shugoki pouvait te faire un câlin qui te one-shot s'il a 2 HP. Pareil, c'est exactement la même idée. Ils ont retiré ce truc-là du jeu parce qu'ils ont dit, c'est stupide de gagner ton combat contre un Shugoki pendant 10 minutes pour qu'à la fin, il soit récompensé parce qu'il a plus d'HP et qu'il te mette un one-shot. Là, c'est la même idée. Là, tu vas tuer l'ocelot et du coup, bah, ça te débuffe. Ça n'a aucun sens. Ça me fait penser à tous ces persos sur Smash qui ont plein de gimmicks comme ça qui sont ultra frustrantes, qui sont ultra nuls, genre Terry, Sephiroth, Lucario. C'est que des persos sur Smash qui, plus ils prennent des pourcents, moins ils ont de stock, plus ils ont des chances de te faire des dégâts, de se transformer. Il y a, comment il s'appelle, Sephiroth qui gagne une aile en plus, il a un double saut, ses attaques font plus mal et tout. Comment il s'appelle, Terry, il peut te mettre des énormes, des spells modifiés qui font beaucoup plus mal et tout. Lucario fait plus de dégâts, se déplace plus vite. Bref, c'est stupide. Et j'ai toujours trouvé ça ultra con dans Smash, des persos que vraiment tu gagnes contre eux, et vu que tu gagnes, eux ils deviennent plus forts. Genre, c'est un petit peu la même thématique que dans les combats de boss qui n'a aucun sens, où genre, tu mets le boss à 25% de ses HP, du coup il s'énerve et là il te fait beaucoup plus mal. T'es en mode, frère, je t'ai cassé la gueule pendant 20 minutes, et là tu vas me faire croire que d'un coup, tu arrives à me tenir tête encore plus. Là c'est pareil, c'est un peu la même thématique, c'est genre tu tues le mec, et du coup t'es puni. C'est genre tu es puni pour avoir gagné ton combat. J'ai un peu de mal à comprendre ce délire, mais c'est pas grave. Je pense que ça va quand même être rigolo, mais dans la réalité, bon, c'est pas très très malin comme façon de réfléchir son équilibrage. Le deuxième truc, c'est si jamais tu tues avec le slot, tu gagnes un bonus de dégâts et de move speed, donc ça pourquoi pas. Et enfin, le quatrième feat, c'est un feat où tu lances ton javelot sur un adversaire, tu lui infliges 42 dégâts en bleed, et ensuite tu le tires vers toi et tu garantis un GB, comme un brise-garde distance de Shinobi en gros. Dans l'idée, ce feat-là, bon, j'ai vu des gens qui disent ouh là là, ça a l'air pété et tout. Bon, les gars, comme d'habitude, c'est un tier 4, les tier 4 sont toujours busted, et très honnêtement, tant que la Fire Flask, donc la bombe incendiaire, existe dans le jeu, tu peux pas dire que ce feat là il est pété en fait. La Fire Flask elle fait la même chose sur toute une team. Elle deny une zone, elle enlève 80% des HP de tout le monde. Frère, la Fire Flask est juste trop OP et avoir juste un spell ce spell là au moins il est mono-cible. Alors certes ça va te faire chier et que tu vas te faire toucher, mais la réalité c'est que c'est un tier 4, que grand max tu vas le voir 2 ou 3 fois dans ta game. Et encore si la game elle est longue, hein, parce qu'en général les tier 4 tu les vois 1 ou 2 fois grand max. Donc en vrai, pas de quoi paniquer à ce niveau-là. Moi je trouve que c'est rigolo. J'aime bien avoir un grab distance à l'ancienne comme le Shinobi quoi. Mais dans l'ensemble, ça va pas vous faire grand chose, vous inquiétez pas.
Donc ça c'était pour les trois feats. Vous irez les voir vous-même hein, si vous avez envie, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Mais par contre le plus drôle, c'est le feat de tier 1. Donc là le feat de tier 1, en quoi il consiste? Si jamais l'Ocelot se fait tuer, comme vous pouvez le constater actuellement, et qu'il n'est pas exécuté, c'est important, il ne faut pas qu'il ne se fasse exécuter. Et bien à ce moment-là, l'Ocelot revit sous forme spectrale. Comme ça. À ce moment-là, vous êtes complètement invisible pour vos ennemis, vous avez toujours le délai de respawn, mais vous pouvez vous déplacer librement sur la map, et une fois que votre délai de respawn est terminé, vous pouvez décider de réapparaître où est-ce que vous le souhaitez sur la map. Alors, c'est évidemment absolument busted. Aucun autre personnage du jeu peut faire ça. C'est ultra fort. En termes de backcapping, en termes de teamfight potential, c'est monstrueux. Tu vas pouvoir respawn, même si tu respawn avec la moitié de tes HP, hein, tu vas pouvoir respawn pour aller pile tes alliés, pour aller aider tes alliés, parce que faut pas croire, avoir 25 HP dans For Honor, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Si tu joues correctement, si tu joues de manière défensive, voilà. Et en plus de ça, ça se complémente parfaitement avec le feat de numéro 2 qui fait que si jamais tu te fais tuer, tu débuffes ta cible. Parce que du coup, tu vas arriver en teamfight, tu vas te faire buter, tu vas revenir avec 2 HP, tu te refais buter. Dans tous les cas, même si t'es mort 10 fois, t'as débuff les cibles 1 milliard de fois. Donc du coup, tu es quand même utile à ta team. Bref, c'est évidemment complètement OP en 4v4. C'est évident d'un point de vue compétitif, ce feat n'a aucun sens. Maintenant, je vais pas vous mentir, je suis pas un joueur compétitif de 4v4, donc j'en ai rien à foutre. Voilà, je peux vous mentir, moi le feat m'a juste l'air fun. J'ai hâte de jouer le perso et de tester le feat, ça a l'air rigolo, ça a l'air amusant, j'ai envie de le faire, c'est mieux que de juste attendre comme un débile et respawn depuis le spawn. Donc évidemment, évidemment que j'ai envie de jouer ce feat là, et évidemment que je ne vais pas condamner les développeurs en les insultant de tous les noms parce qu'ils ont fait ce truc là. J'en ai rien à foutre. Les joueurs compétitifs, désolé pour vous, effectivement c'est vraiment pas équilibré. Maintenant, je pense que pour des joueurs lambda, ça ne change rien du tout à leur vie. Hein, moi, quand je joue en Dominion, les gars, je réfléchis pas du tout stratégie, je m'en bats les couilles. J'essaie juste de faire le plus de fights possible, me retrouver dans les plus de situations de clutch possible. Voilà, c'est pour ça que quand je joue du 4v4, moi, je cours sur la dernière zone et j'essaie d'être en 1v2, 1v3 tout le temps parce que c'est ce qui m'amuse en 4v4. Sinon, je jouerais en duel, en fait. Bref. Je sais que c'est stupide de jouer comme ça, mais je pense très honnêtement que pour la grande majorité des joueurs en Dominion, ça ne va pas du tout vous casser les couilles. Surtout que je sais que sur le papier, ça paraît abusé, mais la régène est ultra lente. Là, si tu regardes bien, le mec meurt. Là, il meurt. Donc là, là, il est déjà mort. Tu commences à compter il y a 2 secondes avant qu'il respawn. Ensuite, il y a encore un délai de 10 secondes, donc ça fait déjà 12 secondes qu'il attend. Là, il aurait déjà respawn. Hein. Donc là, il faut bien comprendre que voilà, là, il aurait déjà pu respawn à sa base et revenir directement full life. Mais là, regardez le temps qu'il lui faut pour atteindre le full life. Et ça commence à 1 minute, ça commence à 60 secondes. Hein. Là, regardez bien, il est même pas encore full life, qu'on est déjà à 30 secondes. Donc en vrai, il faut un temps de fou. Ce feat, il y a des gens qui sont en mode OMG, c'est OP, t'es immortel et tout. Mais dans la réalité, le temps qu'il te faut pour que tu sois full life, euh, il est quand même relativement colossal. Donc autant au niveau compétitif, je peux complètement comprendre que ça paraît que ce feat est OP et complètement busted, parce que les joueurs compétitifs, ils savent quoi faire de leur HP, ils connaissent les stratégies, ils appliquent des stratégies, et même si t'as 25 HP, ça peut être ultra fort, mais je pense que pour n'importe quel joueur lambda, ça ne sert pas à grand chose en réalité ce feat. Hein. Vaut mieux juste respawn avec tout tes HP plutôt qu'aller courir sur toute la map pour essayer d'aller backcap un point avec 25 HP, tu vas te faire buter dès que le moindre ennemi arrive en fait. Donc bref, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale, notamment sur Reddit, le Reddit compétitif. C'est en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars, what the fuck, c'est complètement OP. Maintenant, moi, je le regarde avec un œil de joueur casual, entre guillemets, notamment en 4v4, et je pense qu'il n'y a absolument rien de monstrueux là-dedans. Ça va pas changer vos vies. Le fait que ce soit un tier 1, c'est quand même assez ridicule, on va pas se mentir, mais c'est quand même rigolo. Voilà, c'est mon avis sur l'Ocelot. Je pense que globalement, Ubisoft a fait un bon travail pour le coup. On n'est pas sur un niveau de Medjay où vraiment j'étais en mode ok, animation recyclée, gameplay pas fun. Dans l'ensemble, le Medjay, j'avais vraiment l'impression qu'à l'exception de l'esthétique, il y avait rien de vraiment bien. Là, on ressort d'une Afira qui était incroyable et qui est toujours incroyable. On se retrouve avec un Ocelot qui aurait pu être mieux, mais qui franchement a quand même des trucs vachement uniques dans son kit, ne serait-ce que ses feats en 4v4 sont vachement ouf. Donc je suis un petit peu déçu, je suis un petit peu mitigé pour du 1v1, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne addition pour le jeu. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me donner votre avis en commentaire tout simplement. Et puis on se retrouve dès jeudi, probablement pour quelques records. Je vais essayer de recorder quelques vidéos avec peut-être, même si je suis ultra rouillé parce que ça fait longtemps que je peux jouer au jeu. Voilà, bref, bisous. Ah putain, il y a 272 dislikes, il y a des gens qui sont pas contents, hein.